Bienvenue à Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure dans le but d'aider, de soutenir et d'informer les hommes à risque, les personnes nouvellement diagnostiquées, les survivants et leurs familles. Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez l'homme. C'est aussi la troisième cause de mortalité et au Québec seulement, 12 hommes par jour en reçoivent un diagnostic. Pourtant, c'est encore un sujet tabou pour plusieurs. Les balados Procure se veulent des discussions franches et transparentes avec patients, accompagnateurs, médecins, chacun avec leurs histoires personnelles et leurs expériences face à la maladie. Nous espérons que cet outil répondra à des questions que vous n'avez peut-être pas osé poser et surtout vous permettra de voir que vous n'êtes pas seul. Nous vous rappelons que Procure offre un service de soutien téléphonique et en ligne 7 jours sur 7 avec des infirmières spécialisées en uro-oncologie pour répondre à vos questions et vos inquiétudes. Nous sommes là pour vous et vos proches. Contactez-nous. Bonjour, bienvenue à Cancer de la prostate sans tabou, notre série de balados sur des sujets qui intéressent les hommes, leurs familles et qui vont dans ce que Procure fait, c'est-à-dire soutenir les hommes qui sont aux prises avec le cancer de la prostate et les familles aussi. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Laurent Proulx. Vous savez, dans la vie, des fois, on pense connaître les gens. Mais j'ai l'impression que je vais en apprendre beaucoup sur Laurent aujourd'hui. Laurent qui est président, directeur général de la Fondation Procure, qui est un ami de mon père, Jean Pagé, qui est décédé du cancer de la prostate en 2019. Laurent et papa ont connu les débuts de Procure ensemble. Et Laurent, tu vas me permettre de tutoyer parce que tu es devenu un ami de la famille Pagé. Oui. Hein? On a été adoptés par Laurent. C'est ça. Donc, Laurent, comment ça a commencé, tout ça? Je te dirais que c'est diagnostic en 2010, non, 2009, excuse-moi, c'est passé en 2009. Puis je rencontre ton père à l'automne, 2 semaines avant de me faire opérer. Alors, durant l'été, je tergiverse à savoir si je me fais opérer ou pas, parce qu'il y avait des conséquences à se faire opérer. Puis je décide de le faire. Puis finalement, puis en même temps, au mois de septembre, je rencontre un chercheur qui me dit qu'est-ce que vous avez besoin? Ils ont besoin d'argent. Je dis, moi, je vais participer, je vais faire une levée de fonds pour eux. Alors, c'est lui qui m'a mis en référence avec mon médecin. Et j'ai, au début, voulu lever de l'argent pour une autre organisation parce que je ne connaissais pas Procure. Et finalement, c'est mon neurologue qui m'a fait connaître Procure. C'est Armin African qui m'a dit, non, on est un organisme québécois, donc. Et d'un fil en aiguille, je me suis retrouvé chez Cascade, dans les bureaux de Cascade, et je rencontrais la première fois ton père. Ce qui est remarquable, c'est la première fois, ton père m'a dit, je me faisais opérer dans 2 semaines, puis là, il m'a donné son numéro de téléphone, il dit, appelle-moi si tu as besoin de parler. Puis c'est la première fois que je rencontre ton père, moi, je suis soirée du hockey, je ne vois jamais, t'es impressionné qu'il ait fait ce geste-là 2 semaines avant de me faire opérer, puis je ne l'ai pas appelé, je t'avoue, je n'étais pas assez proche de ton père pour faire ça, mais j'ai trouvé ça quand même remarquable que lui, l'homme public, veuille m'aider dans une situation, deux hommes vulnérables qui ont vécu des choses similaires. Alors pour moi, ça m'avait touché, ce geste-là. Puis par la suite, j'ai fait des levées de fonds pour Procure à répétition comme bénévole, puis essayer de Quand tu as appris que tu avais le cancer, de la prostate, j'imagine, parce que Laurent, pour les gens qui ne connaissent pas Laurent, c'est un homme extrêmement, tu es en forme, défi attend pas l'autre, tu repousses toujours les limites de ton corps physiquement, tu te nourris bien, tu sais, je veux dire, tu coches toutes les cases de la bonne santé, là. Donc, quand tu as appris que tu avais le cancer de la prostate, ça a dû être un coup de massue. Oui, puis écoute, moi, je suis totalement chanceux dans toute cette histoire-là parce que j'étais en technologie. J'étais celui qui était fondateur d'une entreprise en technologie. J'étais le chef de la technologie. On avait mis une assurance sur ma vie au cas que... Et ça venait aussi avec un bilan de santé annuel. Tu sais, je suis pas vraiment... alors, début quarantaine, je commence à faire des bilans de santé dans une clinique privée, payée par l'assurance, payée par la compagnie pour avoir l'assurance. Finalement, au bout de 8 ans, on me dit, ton PSA a augmenté, puis c'est mon médecin de famille. J'aime pas trop ça, va voir un neurologue. Puis c'est là, de fil en aiguille, j'ai un diagnostic. Cette année-là, en 2009, je m'en allais faire l'Ironman de Lake Placid. On est au mois de mai.
je m'en vais en Arizona m'entraîner. J'étais avec un médecin. Puis je lui raconte que moi, je viens de subir un test PSA, puis je vais avoir les résultats au retour d'Arizona. Puis il me dit, bah, ça va être correct, ça va être correct. Puis quand je reviens, le résultat indique que j'ai le cancer. Je l'ai appelé tout de suite. Puis j'ai dit, je pense que je vais attendre. Et là, lui, c'est un médecin, il analyse mon résultat. Il dit, ah, je suis pas sûr. On fait du vélo encore avec lui, parce que je me prépare pour l'entraînement. Finalement, je rencontrais l'urologue, puis il m'a dit, ben, c'est un cas quand même assez critique. J'avais 7 de glycine, 4 et 3. Il m'a dit, non, tu peux pas attendre. J'ai attendu quand même 6 mois, trouver le bon médecin. Puis aussi le débat dans ma tête, José voulait que ma conjointe voulait que je me fasse opérer absolument. Mais j'ai pu dire à demander à José, si tu avais le cancer du sein, je ne pourrais pas te dire de se faire opérer. C'est la même chose pour moi. Il faut que j'accepte que les conséquences de cette opération-là, je les accepte. Puis après ça, je ne peux pas passer à la prochaine étape. Il y a eu un délai de 6 mois. J'ai rencontré un médecin qui disait non. Un neurologue, non. Il faut opérer. Un, oui. Puis finalement, le médecin qui m'a opéré m'a dit, regarde, si c'était mon frère, je t'opérais. OK. C'est rassurant. Oui, ben ça, tu sens que, bon, t'es en bonne main. Je pense que c'est ça, ça te prend aussi d'avoir un médecin qui t'a confiance, un neurologue qui t'a confiance. Les gens ne pensent pas qu'ils peuvent discuter avec leur neurologue, mais il faut que tu le fasses. Si tu ne sens pas confiance, tu fais pas. Là. Ça, où on a aussi la ligne chez Procure, parce que tu disais tantôt, j'étais pas assez proche de ton père pour l'appeler. Mais en même temps, si tu l'avais été, tu l'aurais appelé parce que tu avais besoin de parler de ça à quelqu'un qui l'avait vécu ou qui était passé par là. Ouais. Puis c'est pour ça que papa a voulu que la ligne existe chez Procure. Oui, dans les premiers après avoir passé de bénévole pendant 4 ans à PDG, il m'avait dit, Laurent, promets-moi que tu vas mettre de l'énergie, pas juste sur la recherche, mais sur la ligne de soutien. Tout le volet information, soutien aux patients. Ton père croyait beaucoup à ça. Ton père, il faisait que ça. Là, en parler à la radio, c'était quelqu'un qui était quand même très vocal sur ce sujet-là. Je trouvais que c'était normal parce que quand mon père passait à la radio, on avait une vingtaine, trentaine, quarantaine d'appels. Instantanément. Il disait le numéro de téléphone, puis des fois, on n'est pas prête, là, mais je te fais une blague, mais ton père, c'était direct. Il passait à la radio, on avait des appels. Alors, pour moi, toute cette offre-là, puis on l'a construit avec les gens, c'était de dire, regarde, ce qu'on va faire, c'est ces éléments-là qu'on va mettre ensemble. On l'a enrichi depuis, mais le cœur de ça, c'est, ton père, il croyait à la recherche, mais il croyait aussi que, si l'espoir, ça passe aussi par le soutien, ça passe par l'information. Par la connaissance aussi. Exact, ça t'enlève l'anxiété, etc. Je pense qu'on le vit là, avec la pandémie. Le degré d'anxiété, il s'ajoute par-dessus un mot qui est déjà très difficile à accepter, qui est le mot cancer. Puis, j'imagine aussi que quand vous parlez de dépistage, il y a beaucoup de tabous autour de ça, de dépistage. Il y en a qui sont pour le dépistage précoce, il y en a qui sont contre. Tu dirais quoi aux hommes là, qui nous écoutent? Je te dirais qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu des associations de neurologues à travers le monde qui ont eu des débats à cet égard-là, de dépister ou pas. Moi, je ne pense pas qu'on va faire du dépistage systématique. Je pense qu'il y a une historique familiale qui vient jouer. Il y a des conditions. Si tu as des symptômes, discute-en avec ton médecin. Puis, c'est là que je pense que ça passe. C'est une discussion avec son médecin. Malheureusement, les hommes, ce n'est pas des gens qui vont aller voir le médecin de façon générale. C'est sûr que le débat, quand on disait, on fait trop de dépistage, donc on va avoir plein de gens qui vont se faire dépister. Mais c'est même pas ça le problème. Les hommes ne se rendent pas chez le médecin. Fait que, on leur donne une autre raison en leur disant de ne pas en parler, que c'est pas de dépistage systématique. Puis je veux pas que la connotation, c'est pas de dépistage, je veux pas dire si j'ai des problèmes, je vais chez le médecin pour en discuter. Comprends-tu? C'est le fait qu'on ait dit qu'on ne fait pas de dépistage systématique, ça a engendré le fait que les hommes se sont dit, c'est pas important. Non, c'est important. C'est juste qu'on ne fera pas de façon systématique. Prends soin de ta santé, discute-en avec ton médecin, puis lui, il va te dire c'est quoi la trajectoire de soins que tu devras avoir ou aller te faire dépister. Mais l'idée, c'est d'aller chez le médecin. C'est d'être dans le bureau puis pouvoir en parler. Exact. Je trouve que les femmes, vous avez, dès votre jeune âge, ça fait partie d'arriver à l'adolescence. Les jeunes hommes, c'est pas ça. Puis le cancer testiculaire, c'est la même chose. Les jeunes hommes, c'est pas ça. On fait pas ça. C'est pas dans la culture de dire, prends soin de toi, sois à l'écoute un peu de ton corps. C'est pas être tough d'avoir des symptômes puis de dire, je les endure. C'est pas être tough, ça, pour moi.
Non, puis d'être dans le déni non plus. Absolument. Pas dans le déni, ça c'est effectivement un autre problème. Quand tu parles de sensibilisation, puis j'aime bien quand tu parles des jeunes hommes. Moi, j'ai 2 garçons, évidemment. Toi, tu as des garçons aussi. C'est une des raisons pour laquelle j'ai continué à faire ce que papa faisait, parce que lui me l'a demandé et tu me l'as demandé aussi. Parce que j'aimerais ça que rendu à 40 ans, mes garçons puissent ne plus avoir honte. Parce qu'il y a une honte, est-ce que je me trompe, autour du cancer de la prostate, un malaise? Le premier malaise, c'est le dépistage. Hein. Je veux dire, toucher rectal, c'est comme pour bien des hommes, c'est comme. Moi, en même temps, je vais te faire un petit parallèle. J'ai fait avec Dr Vavassis, avec qui on a fait un balado il n'y a pas longtemps. Et Dr Vavassis lui-même disait, vous, les femmes, là, quand les hommes vous disent ça, vous devez rire, parce que nous, on se fait jouer quelque part depuis qu'on est très jeune. Hein? Alors, tu sais, à quelque part, je pense que ça... Tu sais, je te dirais que c'est pas tu as touché, tu as le sang, mais au corps de ça, c'est vraiment dire prendre soin de ta santé. Ouais, c'est ça. Si ton père a eu un problème de prostate, qu'il soit une hypertrophie, peu importe, ça doit soulever quand même une alerte qui s'allume, te dire, ben, regarde, je vais prendre soin de ma santé parce que ça, c'est dans ma famille, dans mon historique. Même chose avec tes fils. Donc, père ou grand-père, c'est une influence. Il faut qu'il soit alerte à ça. Il ne faut pas paniquer, faut juste être alerte à ça. Puis ça, j'espère que la prochaine génération va être plus alerte que, mon père, c'était super tabou. Je te dirais pas que c'est tabou. Ton père l'a eu aussi? On le savait pas dans ce temps-là. Il y a eu des problèmes de prostate, ça, c'est sûr. Okay. Mais est-ce qu'il y avait un cancer? Probablement qu'il y en avait à la fin de sa vie, mais il y avait d'autres problèmes. Mais moi, on m'avait dit, il n'y a pas de recherche sur le cancer parce que les hommes n'en parlaient pas. Puis, j'ai été assez ça fonctionne toujours. Je vais financer où il y a de l'argent. Comme chercheur, je vais aller où il y a de l'argent. S'il y a de l'argent en cancer de la prostate, parce que les gens en parlent, parce qu'on fait des levées de fonds, puis parce qu'on met de l'argent là-dedans, il y a des chercheurs qui vont se pointer. Okay. Si dans le cancer du sein, il y a de l'argent, ben, tu vas aller dans le cancer du sein. C'est ce côté naturel de la recherche-là est là quand même. Alors, l'idée, c'était que, parlons-en, on va lever des sous, on va être capable d'investir, ce qu'on va faire cette année-là. Ça, c'est un des premiers pas où on va trouver des solutions différentes à un problème qui est le cancer de la prostate et d'autres types de traitements. Puis ça a déjà beaucoup évolué. Là, de fil en aiguille, j'imagine qu'il y a de plus en plus de gens qui se greffent à la cause, qui la portent, qui la supportent. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans une cause d'en parler, d'aller chercher des gens? Il y en a plein de causes. C'est pas facile. Ils sont tous, oui, effectivement. Si tu je ne veux pas le dégrader, mais si tu prends une cause pour les enfants, une cause pour les femmes, une cause pour les hommes, là, tu trouves un peu que c'est normal, les enfants. Ça attire moins la sympathie. Oui. C'est sûr qu'il faut que tu sois original, créatif, différent. Puis de base, des hommes qui vont faire du financement pour des hommes, c'est déjà un peu plus rare que des hommes pour des enfants ou des femmes. Mais on travaille plus fort, mais l'idée, c'est que tous ces causes-là cohabitent dans la société. Ils vont cohabiter aussi pour la levée de fonds. Le souhait, des fois, c'est peut-être faire des événements conjoints où tu mets un dehors, tu sais que ça a un impact sur des organisations. C'est des souhaits que je pense qui vont être à faire dans le futur. On va probablement se retrouver à avoir des événements plus regroupés où on peut, comme le volet s'entraîne en termes de cancer. Tu peux imaginer ce genre de volet-là. C'est quoi ta source d'inspiration pour continuer? Écoute, tu l'as mentionné tantôt, tes fils, moi, c'est direct. Mon père, je ne sais pas, mais moi, je l'ai eu. Puis je l'ai pas souvent mentionné, mais ma mère, qui est morte à 53, diagnostic à 47. Malade, mais tu recules de 40 ans. Ma mère est morte, j'avais 18, quasiment 44 ans. Elle avait fait le souhait d'avoir une organisation pour aider les femmes en travail. C'est quelque chose qui m'est resté dans ma tête. Que ma mère était quasiment sur son lit de mort, puis c'est ça qu'elle voulait, c'est aider les autres. Puis pour moi, c'était comme un peu poursuivre un peu ce qu'elle avait dit, d'une autre façon, à ma façon, d'aider les enfants, des hommes comme des fils, et d'aider aussi les autres. Puis le message de ton père est quand même assez fort. Ton père pouvait faire autre chose dans sa vie. Après, pendant sa vie que des procures, il a fait un choix dépistant.
c'est un geste quand même, c'est fort comme geste. Moi, c'est le plus grand bénévole que j'ai connu. Alors, ces images-là de gens qui s'investissent, puis n'ont rien en retour, autre que peut-être la satisfaction de dire j'ai aidé, pour moi, c'est une source d'inspiration, parce que là, j'ai cette image de ma mère qui, son lit de mort, veut encore aider. C'est sûr que pour moi, c'est toutes ces images-là qui se collent plus tard dans ma vie, puis ça, je suis confronté avec le même problème, quasiment au même âge. À 48, elle en avait 47. C'est sûr que quand j'ai passé le cap de 53 ans, j'ai eu une satisfaction de dire, pas une satisfaction, mais une liberté. C'est quelque chose qui est assez une certaine liberté de dire, OK, j'ai passé ce cap-là. J'ai vécu plus vieux que ma mère qui avait été diagnostiquée au même moment. Tu dirais, je sais que le besoin est grand, mais de quoi les hommes ont principalement besoin quand ils appellent ou quand ils se tournent vers Procure? C'est quoi le besoin fondamental? Moi, je pense que, j'en suis là, présentement, je suis 3 hommes que je suis jumelé avec eux par des amis qui m'ont demandé, tu peux-tu... c'est toujours la même chose, c'est l'insécurité, l'anxiété. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ma vie est finie? Est-ce que ma vie sexuelle est finie? Ma vie aussi. C'est comment ça va changer, comment ça va impacter ma vie. Puis, ils sont en mode de poser la question. Toi, tu l'as vécu, puis ils veulent beaucoup d'espoir. Puis je leur dis souvent, tu vas faire 3 pas par en avant. Tu vas peut-être en faire 2, des fois 4 par en arrière. Il faut que tu sois prêt à faire ça. C'est une opération qui est quand même assez majeure si tu veux opérer. C'est un traitement qui est quand même assez majeur. Alors, c'est pas une ligne droite vers la guérison. C'est rempli de hauts et de bas émotifs, mais aussi physiques, puis qu'il faut que tu sois prêt à ça. Parce que ça paraît pas. Je fais enlever la prostate, mais tu peux pas savoir le lendemain que j'ai pas de prostate. C'est pas quelque chose qui est apparent. C'est pas comme les femmes avec les seins. C'est différent. Nous, tu le vois pas. Mais tu as toute cette pression-là, tu vas être aussi productif dans ta vie, tu vas être aussi productif dans les activités physiques, tu vas être aussi performant, tu vas être performant au niveau sexuel. Tous ces éléments, ils ne vont pas t'adresser ça de façon directe. Pas un homme va me dire, je vais avoir un problème sexuel, mais il va te parler d'autres éléments que tu sais ce qu'il veut dire. Tu comprends ce qu'il veut dire. Puis moi, j'ai les soutiens dans ce programme. La même chose avec les infirmières, je pense, c'est démystifier, enlever le côté d'anxiété. Elle va demeurer, mais au moins, tu peux au moins te rattacher si tu n'as jamais un problème à ce qu'on te dit au téléphone, ou ce qu'on te dit dans un webinaire, ou ce qu'on te dit dans une capsule. Ces éléments-là sont tous là pour t'aider à avancer. Là-dedans. Vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes? Contactez-nous 7 jours sur 7 au 1-855-899-2873 pour discuter de façon confidentielle avec une de nos infirmières spécialisées en uro-oncologie qui prendra le temps de vous écouter et de vous fournir des réponses éclairées. L'équipe de soutien Procure est là pour vous. J'imagine aussi que c'est parce que je te regarde, tu parlais de physique tantôt, puis j'arrête pas de... Moi, je te connais, je te vois aller. Là, tu as fait le défi l'année passée, tu as monté, je t'ai vu, de mes yeux vus, monter, c'est quoi? 40 fois. 40 fois la montée Camillien Aude en vélo. Là, tu t'en vas faire, ou tu vas l'avoir fait là, quand le balado va être diffusé, là, la tournée des hôpitaux. Tu vas partir, tu parles CHUM. CHUM, CHUS à Sherbrooke, puis ensuite finir à Québec. C'est combien de kilomètres? 377. En combien de temps? Bon, écoute, je vais le faire en une journée, donc j'imagine en 20 heures, 18 heures, je pense que ça va être capable. Alors, quand on entend ça, toi, on t'es guéri, là, du cancer de la prostate. Oui. PSA à 0. PSA à 0. Ouais. Es-tu toujours stressé quand tu t'en vas annuellement, faire tes tests? Oui. Annuellement, oui. Il y a toujours l'espèce... Est-ce que c'est comme un petit nuage au-dessus de ta tête, toujours qui est là, qui t'empêche pas d'avancer, qui t'empêche pas de faire tes choses, mais il est là? Oui. Avant que tu reçoives le résultat, oui. C'est sûr. C'est sûr, parce que dans les premières fois que tu as eu un test de PSA, puis la seule fois qu'on t'a dit que tu as le cancer, ce chemin-là, tu es un peu innocent. Moi, la première fois que je me suis rendu dans le bureau du médecin, je suis comme, bon résultat. Puis là, je vais fouiller dans ses papiers, puis retourner dans la salle d'attente, il faut que j'appelle l'hôpital. Je ne suis pas niaiseux, j'avais compris que ce n'était pas des résultats positifs à la lecture de ce qu'il y avait.
Mais moi, j'étais innocent. Le matin, je n'avais aucune idée, j'étais naïf. Étais-tu seul? Non, j'étais avec José. OK. On est retourné dans la salle d'attente. J'ai dit, ben, José, j'ai le cancer. Elle dit, ben voyons, non, voyons, voyons. Je suis retourné dans sa salle, puis elle m'a dit, bon, t'as le cancer. Fait que, tu sais, cette image de mesure, de résultat de test. J'ai dû passer où j'ai échoué, c'est là, à toutes les fois. C'est sûr qu'avec les années, ben, je suis rendu à 12 ans, c'est moins. Là, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas fait. Là, ça m'a comme 2 ans, ouais, un petit peu. Là, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de test. Je suis allé ben, la veille, du résultat. Ça fait 2 ans, ça se passe quelque chose en 2 ans. OK. Mais ça ne t'empêche pas de vivre ta vie? Non, non. Absolument pas. Non. C'est ça qui est inspirant. C'est peut-être pas le cas, chaque cas est unique, mais ça peut donner quand même d'espoir parce que je pense qu'avec la recherche, avec les protocoles, papa a fait certains protocoles de recherche de médicaments qui n'existaient pas et qui ont prolongé sa vie de beaucoup d'années, plusieurs années, parce que je me souviens, il prenait et on se disait, waouh, s'il n'avait pas pris ça, là, il ne serait plus là. Alors, c'est ce qui est agréable de voir avec la recherche. Tu peux prolonger la vie. Puis tu espères aussi que, tu sais, moi, j'espère, le souhait que je fais, tu me demandais, le souhait que je fais, c'est que les traitements ils puissent être adaptés. Tu sais, c'est pas tous les hommes, parce qu'il y a des qualités de vie pour des traitements que tu vas recevoir, mais tu sais, ça a zéro impact sur ta vie. Puis là, tu vas faire le calcul, peut-être, de dire, oui, je prolonge ma vie, mais à quelle qualité de vie je vais avoir et à quel prix, versus de ne pas avoir de traitement, puis dans certains cas, peut-être que tu vivrais aussi longtemps, peut-être, puis ta qualité de vie serait différente. Et puis la médecine personnalisée, c'est un peu ça, dire, je fais l'analyse, puis nous, avec la biobanque, on peut faire tester ces modèles-là, où je vais pouvoir dire, ben, si je te donne ce traitement-là, ça a zéro impact sur ta vie. Ça ne va rien changer. Tu ne seras pas guéri, mais tu risques d'avoir des effets secondaires qui sont plus difficiles à gérer que le fait d'avoir la maladie. Versus quelqu'un qu'on lui dit, mais ce traitement-là va avoir un impact positif sur ta survie, va avoir un impact positif sur on va pouvoir te guérir ou au moins prolonger ta vie. Ça, je pense qu'on n'aura pas le choix de se rendre là éventuellement. C'est coûteux. Mais là, tu as droit avec un plus gros problème, c'est le problème d'éthique. Why not? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je n'ai pas le droit de l'avoir? C'est un problème d'éthique qu'on va avoir à régler puis à adresser. Aujourd'hui, on y va de façon systématique. Tu as de chino, tu as d'hormonaux. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je pense que ça va être bon pour toi, mais on n'a pas de données précises pour dire que toi, ça va rien donner. Est-ce qu'avec la biobanque, on peut avoir ce genre de données-là? Mais on n'y a pas accès, c'est ça? Ben, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu fasses des tests, il faut que tu testes les modèles, etc. Puis, comme je te dis, c'est l'éthique entre. C'est ça qui est difficile. Tu pourrais offrir un traitement qui est spécifique qu'à un certain groupe d'hommes. À la limite, ce qui risque d'arriver, si tu spécialises, c'est coûteux. Alors, est-ce que tu appliques des médications qui sont coûteuses et qui n'ont pas l'impact voulu sur l'ensemble de la population? Je ne peux pas te répondre à cette question-là. Moi, comme organisme, j'aimerais que tous les hommes puissent en bénéficier. Comme société, il faudra se poser la question. La biobanque, pour les gens qui nous écoutent, c'est un des gros morceaux de procure. À la base, dès le départ, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Parle-nous-en. C'est très original parce que ça va faire 20 ans, en 2023, que Procure existe. Au début, il y a 20 ans, ces hommes-là sont réunis. La première raison, c'est qu'il n'existait pas d'informations sur le cancer de la prostate. Ils ont investi de l'argent dans un site qui, aujourd'hui, est visité par 100 000 personnes par mois. Ouais. Ça, c'est le premier investissement qu'ils ont fait. Le deuxième qui est extrêmement original, parce que la majorité des organismes à but non lucratif comme le nôtre vont investir dans la recherche. Un chercheur, tu veux de l'argent, on te verse de l'argent. Eux, on dit, je ne pense pas que c'est la meilleure façon de contribuer. On va construire une infrastructure qui va être utilisée par les chercheurs. Alors, ils se sont dit, comme les Québécois ne bougent pas beaucoup, c'est-à-dire que moi, je suis né dans la grande région de Montréal, je vais vivre à Montréal, puis je vais probablement mourir à Montréal. Dans les environs. Exact. Si tu prends le même individu aux États-Unis, ben, il est peut-être né à New York, il va finir en Californie, il va passer par Kansas. C'est pas tout à fait. Alors, pourquoi je dis ça? C'est la suivi. C'est que toute ta vie, durant ton traitement de cancer, moi, je ne bouge pas beaucoup. Alors, je vais voir mon médecin à tous les ans. Le même médecin, exact. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que je suis capable de collecter pendant un certain nombre d'années ton sang, ton urine, pendant toutes ces années-là. Parce que tu vas toujours voir le même médecin.
Alors, moi, personnellement, j'étais aux cuisines, je fais partie de la biobanque de cuisine. Toutes les fois, j'allais voir un médecin, c'était 6 ou 7 fioles qu'on me siphonnait, puis d'urine, puis on met ça dans le congélateur. Alors, t'imagines, ils ont ma prostate jour 1, mon sang, mon urine. Puis là, ils ont tous les ans, le sang, l'urine, etc. Puis j'avais eu une récidive au bout de 3 ans. Tu peux regarder en arrière, qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce qui s'est passé? Exact. Puis moi, j'en ai pas eu de récidive. Ils ont 10 ans de données, 10 ans de sang, 10 ans d'urine, puis ma prostate, versus quelqu'un qui a même suivi la même trajectoire, puis qui, lui, a une récidive. Ils sont capables de comparer ces deux types. Qu'est-ce que lui a fait, que lui n'a pas fait, ou Qu'est-ce que quel lui a environnement? Ça peut être aussi environnemental. Ouais, exact. Ça peut être, on a posé les conditions de vie, c'est quoi, comment tu vis, Ouais. etc. T'imagines, là, on a 2000 Québécois, 10 ans, parce que c'est la durée que quelqu'un... Moi, je suis allé au bout de 10 ans. On a toute cette information. Maintenant, tu te reviens vers les chercheurs, faire des tests de savoir, ceux qui sont morts, y a-t-il quelque chose de spécial dans leur sang, dans leur urine? Est-ce qu'ils sont vraiment morts du cancer de la prostate ou de autre chose? Ou aussi? autre chose. Mais là, tu vas être capable de voir à travers la séquence, d'établir le lien. Là, c'est de l'intelligence artificielle de comparer faire des comparaisons. Ensuite, est-ce que parce qu'il vit à Québec, c'est parce qu'il vit à Montréal, c'est parce qu'il vit, je ne sais pas, peu importe, tu vois avec l'arsenic qui se passe là-dedans. C'est ce genre, c'est la valeur de ça. Moi, je trouve que c'est très audacieux. 20 ans avant, contrairement à d'autres organismes, de dire, nous, on construit cette infrastructure-là, puis on la met à la disposition des chercheurs du monde. Et là, est-ce que ça continue? Est-ce qu'il y a d'autres... Il n'y a pas d'autres... il y a comme une durée de vie, entre guillemets. 10 ans, c'est comme un gros... Tu as beaucoup de données, beaucoup de matériel. Maintenant, il faut que tu l'utilises. C'est ça, là. Moi, je te donne souvent l'analogie, c'est comme... Tu peux mettre ça, là, tu stockes, mais à un moment donné, il faut que tu aies des piles pour l'utiliser. On est là. Alors, cette année, on va annoncer un projet de recherche de 4 ans sur les gens dans notre biobanque qui sont morts. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ces gens-là qui sont décédés du cancer de la prostate? Voir à travers leur analyse de sang, l'analyse d'urine, l'analyse, de voir s'il y a quelque chose qui les différencie des autres hommes qui ne sont pas. Ça, c'est savoir pourquoi, c'est une des premières raisons ou une des premières ententes de savoir comment pouvoir régler peut-être le problème, éradiquer à la limite. C'est assez fantastique. C'est la première fois que j'entends parler aussi en détail de la biobanque et je trouve ça formidable. Moi, c'est ce qui m'a amené chez Procure. Moi, je suis en innovation technologique. Je trouvais ça, tu m'as demandé la première fois, veux-tu participer au projet? Je dis oui, ça m'intéresse. Moi, il était trop tard. Ce que je fais, c'est pour les autres parce que je l'ai donné ma prostate puis je l'ai le cancer. Là. Et je trouve ça intéressant de constituer cette base de données-là puis de dire maintenant, je la rends disponible aux chercheurs, puis de faire des corrélations. Puis nous, puisque je reviens à mon point, c'est en mettant de l'argent, les dons qu'on reçoit, on veut la mettre dans la recherche, mais on veut que tu utilises notre biobanque. Tu es un chercheur qui va investir en cancer de prostate, puis qui veut utiliser notre biobanque, on va financer ton projet. Parce que nous, on croit qu'il y a la solution, une partie de la solution est peut-être dans ça. Dans les prochaines années, là, on a parlé de Procure, d'où c'est, comment ça s'est fondé, comment c'est parti. Quand tu parles de eux, avant d'aller à ma prochaine question, je veux savoir, qui fait partie de Procure? Il y a des urologues, il y a des qui sont sur le conseil d'administration. Bon, le conseil d'administration, c'est homme d'affaires principalement, avec des 2 urologues. On a toujours voulu avoir un patient. Mon père, c'était le patient, c'est le représentant patient. Puis, je pense que je vais toujours insister qu'il y ait un patient sur le... Je pense que c'est normal qu'il y ait un patient sur le... Je pourrais être le patient, mais je ne veux pas être le patient. Ça prend quelqu'un qui a vécu la maladie. De l'externe. Exact. Qui va... Ce que ton père m'a apporté, Laurent, challenger un peu. Ouais. Moi, je suis comme patient, c'est ce que je m'en sens entendre. Alors, ça, pour moi, c'est important. C'est 2 chercheurs, 2 urologues, un dans la région de Montréal, un dans la région de Trois-Rivières, mais c'est des gens, c'est des praticiens, mais aussi dans le cas de celui de Montréal, c'est un chercheur. Donc, il apporte ce volet-là intéressant. Si on se pousse, disons, dans ce projet dans 5 ou 10 ans, moi, le souhait que je veux, c'est d'utiliser la biobanque de façon répétitive. Concrète, là. Oui. Répétitive. Sur le terrain, là. Soutenu. Que ce projet de recherche qu'on va investir soit l'amorce de d'autres projets de recherche. Pas nécessairement aussi dans l'envergure d'1 million de dollars, mais des projets de recherche il faut faire un focus sur les spécificités de la maladie. Puis on a l'outil pour aider. Ça, pour moi, je pense que c'est puis la combinaison avec d'autres approches, je pense que ça se joue là en termes d'innovation, si on veut, pour Procure. Puis on peut être un facteur
extrêmement importante dans cette innovation-là, à cause de l'investissement qu'on a fait. Si tu regardes ça aujourd'hui, c'est énorme en termes de collecte. On est allé fouiller les dossiers, on est allé collecter de l'information. Je regarde aujourd'hui, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, on s'apprête avec le gouvernement d'ouvrir les données. Nous, on a dépensé énormément d'argent à essayer de collecter cette information-là. Il faut l'utiliser. C'est fantastique. Oui, c'est une belle réalisation. Ça peut donner des percées assez intéressantes. Ouais. Parce que de savoir ça peut changer les choses. Là. Moi, je suis convaincu. C'est une somme tu additionnes le paquet d'éléments de recherche. Je pense que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dirais ou conseillerais à quelqu'un? Parce que moi, ça m'arrive encore des fois d'avoir, puis je sais que ça arrivait souvent à papa, d'avoir des téléphones de personnes dire, ou moi, il m'appelait et il disait, hey, mon frère a le cancer de la prostate, peux-tu appeler ton père? Tu leur dis quoi à ces jeunes, moins jeunes hommes-là qui apprennent aujourd'hui qu'ils ont le cancer de la prostate? Écoute, je pense que c'est... si je regarde ton père, puis je regarde moi, puis je regarde celui qui va avoir dans 10 ans, je pense qu'on va avoir tous la même réaction. Je pense que au départ, je pense que ça change pas. Ça changera pas. C'est ça, puis les questions que j'entendais il y a 10 ans sont les mêmes que j'entends aujourd'hui. Ça n'a pas changé à cet égard-là. C'est sûr que procure d'avoir ton père, d'avoir sensibilisé les hommes. C'est drôle. Hier, je te raconte une anecdote. Je vais porter un des papillons au bureau de poste ici. Hey, j'ai vu la fille, Isabelle, fille de M. Pagé, Isabelle Pagé, je l'ai vue, j'ai entendu parler d'elle. Tu comprends? C'est le postier qui parle du cancer de la prostate, ton père et toi. Pour moi, c'est ça la sensibilisation. Ça commence par là. C'est que le souhait que j'ai, c'est que dans 10 ans, la personne n'aura pas à penser c'est qui procure. Moi, je ne savais pas c'est qui procure. Mais dans 10 ans, mais j'espère avant, on ne va pas avoir à poser cette question-là. Je sors du bureau du médecin, je suis convaincu, j'ai reçu le diagnostic. Maintenant, 2 jours après, j'ai des questions, je sais procurer là. Que ça devienne un réflexe, que ça devienne un automatisme pour les hommes et leur famille. Et leur famille. Parce que ce n'est pas juste les hommes qui ont des questions. Non. Puis, qui veulent des réponses. Ce n'est pas les mêmes questions non plus. Non. Dernière question en terminant. On dit chez Procure, il y a 12 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Ça fait plusieurs années, moi, que je l'entends, ce chiffre-là. Est-ce qu'il va changer? Je pense pas. Peut-être qu'à la limite, il va probablement en avoir plus. Si les hommes je parle avec leur médecin, etc., le chiffre reste d'augmenter. Le diagnostic, c'est un élément. C'est la guérison qui est importante, la rémission qui est importante. De savoir que tu as un problème, c'est une chose, mais de savoir que je peux, parce que j'ai les diagnostiqués tôt, je vais pouvoir y remédier. Exact. Parce que moi, la statistique qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la rémission. C'est après 5 ans, si on est rendu à 97-98% de rémission. Ça, c'est juste le signal d'alerte aux hommes de dire lorsque vous avez des symptômes, c'est un diagnostic tôt qui va permettre d'atteindre ce objectif-là. Puis même, j'irais plus loin, Laurent, en disant de même pas attendre d'avoir des symptômes parce qu'il n'y en a pas de symptômes. Oui, mais... Très peu. Oui, c'est ça, mais c'est encore une fois, c'est une discussion avec ton médecin. Ça part de là. Rentre chez ton médecin, t'es pas invincible parce que tu es un homme. Quand tu vas faire changer tes pneus à l'automne, prends donc un petit rendez-vous chez le médecin en même temps. Tu vas avoir un pic de rendez-vous chez le médecin au mois d'avant. Je pense que les médecins vont être contents. Les autres aussi, on leur pneus à faire. Au printemps aussi d'abord. On va séparer les deux saisons. Laurent, merci beaucoup. Plaisir. Vraiment, ça a été très apprécié d'échanger avec toi. Je sais que tu as une longue histoire avec papa, puis j'ai l'impression que j'y ai eu accès un petit peu plus aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Merci à vous. Je vous invite à continuer à suivre notre série de balados Cancer de la prostate sans tabou. À la prochaine. Merci d'avoir écouté Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure. Pour en savoir plus sur le cancer de la prostate et nos épisodes de balado-diffusion, rendez-vous sur procure.ca.